نجريو نيشو نتيريو نغتسو. MDJS تقدم لكم هذا البرنامج الرياضي. اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا برنامجكم الرياضي اسبوعي سبورت تايم على قناتكم ام 24. هذه الحلقه 49 نستقبلوا كونفرير من السنغال عبد الله تيام اللي هو صحفي رياضي رئيس الجمعيه ديال الصحفيين الرياضيين في السنغال وكذلك رئيس ديال الجمعيه الدوليه للصحافه الرياضية, la section africaine. Abdullah Thiam, bonjour. Bonjour, cher ami, cher président. Bonjour à tous les téléspectateurs de la M24. Ravi de t'avoir parmi nous. Le plaisir est toujours partagé. Ça me fait toujours plaisir d'être chez moi, au Maroc. C'est bien dit. Donc à chaque fois, effectivement, qu'on a l'occasion de se rencontrer, tu me dis, j'ai hâte de venir chez moi. Et bien sûr, tu es chez toi, cher ami. Ouais. On est là, bien sûr, bien évidemment. Nous allons discuter de plusieurs sujets. Abdullah Thiam, nous allons bien sûr parler du sport au Sénégal. Nous allons parler du journalisme sportif, des awards qui ont lieu ce lundi. Le Maroc, le sport marocain vu du Sénégal également, avec les grandes échéances, Cannes 2025 et Coupe du Monde 2030. Coupe d'Afrique des Nations, bien évidemment. On ne pouvait pas rater ça. Et bien sûr, nous parlerons par la même occasion des favoris de la prochaine Cannes qui se déroulera en Côte d'Ivoire. Break time avec Idriss Amouri et Extra time avec Hana Haji. Tout ça en 26 minutes. On ne va pas perdre de temps et on va attaquer directement avec Abdullah Thiam. Alors Abdullah, d'abord l'objet de ta visite ici au Maroc cette semaine. Je suis là sur invitation du président Bedreddine qui m'a invité à venir parler, assister d'abord à cette belle cérémonie qui doit se dérouler demain, en présence aussi du président Gianni Merlo, qui est le président de l'AIPS Afrique. Nous allons parler de l'avenir de notre sport, de notre discipline, plutôt de notre métier, le journalisme sportif. Et donc c'est tout un plaisir pour moi de venir assister à cette cérémonie. Alors, fraîchement élu à la tête de l'AIPS Afrique, comment se porte justement le journalisme sportif sur le continent, Abdoulaye? Bon, écoutez, c'est un énorme challenge. Tout le monde sait aujourd'hui les difficultés auxquelles nous sommes confrontés au jour le jour par rapport aux moyens, par rapport à la visibilité, par rapport à la concurrence. Et last but not least, c'est aujourd'hui aussi l'arrivée de la technologie, notamment l'intelligence artificielle. Donc, si on ne se bat pas, si on ne se serre pas les coudes, si on n'alerte pas, on risque de mourir de notre belle mort. J'ose espérer que demain, tout ça là sera mis sur la table, qu'à partir de là, tous les Africains vont bien comprendre qu'effectivement qu'il y a quelque chose à faire dans ce métier qui est un métier noble, qui est extrêmement important pour le développement du sport en général et le football en particulier. Très bien. Alors qu'est-ce qui manque justement, Abdoulaye, pour que le journaliste africain soit épanoui? Bon, il y a beaucoup de choses. D'abord, je parlais tout à l'heure des moyens, mais l'autre aussi, je crois qu'au niveau des instances, il va falloir qu'on valorise davantage le journaliste africain. J'ai discuté récemment avec les autorités ivoiriennes. Je ne peux pas comprendre que les gens puissent, notre propre Coupe d'Afrique, la vendre en Europe. Il nous appartient à nous, Africains, de vendre notre propre Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, j'aurais bien aimé que le COCAN de la Côte d'Ivoire organise des tours pour qu'on puisse inviter des journalistes africains, pour qu'on puisse partir voir la capacité, l'hospitalité que la Côte d'Ivoire entend mettre sur la place publique à partir du 11 février à partir du 13 janvier jusqu'au 11 février. Exactement. Tout le monde se souviendra de ce que le Qatar a fait. Le Qatar a vécu presque un traumatisme. C'était presque une guerre contre le Qatar. Oui. Il y avait tellement de désinformation, d'intoxication, mais il a fallu que le Qatar comprenne qu'il fallait appeler les journalistes. Parce que nous sommes les oreilles, nous sommes les yeux des gens qui sont restés chez eux, accrochés devant leur télévision, sur le divan pour regarder. Nous sommes partis, nous avons constaté qu'effectivement, les efforts qui ont été déployés par le Qatar pour qu'il puisse organiser cette Coupe du Monde est sans
vraiment rentrer dans des détails, tout le monde conviendra aujourd'hui que c'était la plus belle Coupe du Monde jamais organisée de 1930 jusqu'en 2002. Oui, exactement. C'était pour nous, d'ailleurs, les confrères, n'hésitez pas à parler, à dire que c'était un peu le Disneyland du journalisme sportif. Parce on ne pourra jamais voir 8 stades construits dans un rayon de 30 voire 40 km. Il fallait être le Qatar pour le faire. Il y a eu tellement de déclarations intempestives, tellement d'intoxication contre ce pays-là, pour une bonne et simple raison qu'il soit juste un pays musulman, arabe, pour la première fois qui organise une compétition la plus lucrative, la plus importante au monde, mais ils avaient montré à la face du monde leur capacité de faire et ils ont résilié et ils sont passés par les médias. Pas seulement par les médias occidentaux, mais ils ont organisé plusieurs tours pour que les gens aillent visiter le Qatar, voir les stades, voir les installations, voir les métros qu'ils ont mis en place. Et ça, il nous appartient, nous aussi, Africains, ici, dans nos instances, de le faire. J'ai vu que la dernière fois, le Maroc l'a fait, parce que Fouzi Lerja, si c'est lui, effectivement, en tout cas, c'était les autorités marocaines, avaient organisé ici une très grande manifestation. Plus de 200 journalistes du monde entier étaient venus au Maroc pour constater de visu. Ce n'est pas pour les orienter, mais c'est pour constater la capacité qu'a le pays, le royaume chérifien, d'organiser cette compétition. Il n'y a que nous, Africains, nous aussi, il nous appartient de vendre notre Coupe d'Afrique. Moi, je suis pour que les gens mettre leur curseur là-dessus pour qu'on travaille davantage avec l'AIPS Afrique, avec les journalistes africains, afin de vendre davantage notre compétition, la CAN, au lieu de la donner tout simplement aux autres pays. Personne ne parlera mieux du Maroc que les Marocains, personne ne parlera mieux du Maroc que les Africains. Exactement. Le Maroc est un pays africain, ce n'est pas les Américains ou bien les Asiatiques ou autres qui parleront mieux du Maroc que nous, Africains. Alors, puisque vous avez ouvert ce chapitre, je te tutoie de temps en temps et je te revois. Et comme tu es un ami, je vais te tutoyer, Abdoulaye. Alors, comme tu as ouvert ce volet, Abdoulaye, le Maroc, justement, qui s'apprête déjà à accueillir la CAN 2025, et bien évidemment la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Comment vous avez accueilli ces deux nouvelles déjà? Je l'ai accueilli avec une très grande fierté. Pour moi, l'organisation d'une Coupe d'Afrique en 2025, pour le Maroc, il n'y avait pas d'enjeu. Tout le monde sait que le Maroc ne se bat pas pour organiser une Coupe d'Afrique. La preuve, dans tous les pays en Afrique du Sud du Sahara, à chaque fois qu'il y a un pays qui est incapable, qui n'a pas un stade, qui remplit les normes, qui ne répond pas aux exigences de la CAF, automatiquement c'est le Maroc qui l'accueille. Aujourd'hui, si vous prenez une discipline comme le golf, rien qu'à Marrakech, il y a plus de 18 tours. On a fait un tour là-bas, on a visité ce qui s'est passé. C'est tout simplement phénoménal. Donc moi, je pense que sur ce plan-là, le Maroc a couru derrière cette compétition-là et ce n'était pas normal d'attendre autant de temps. Mais en quelque chose, malheur est bon. Aujourd'hui, il y a quelque chose d'extrêmement important parce que la Coupe du Monde va se jouer sur 2 continents. Pour la première fois dans l'histoire de cette compétition-là. Ça va se jouer au Maroc, qui va jouer le rôle de tampon entre l'Europe et l'Afrique. Ça va se jouer au Portugal, ça va se jouer en Espagne. C'est extrêmement important. Nous étions tous fiers de constater que c'était enfin le Maroc qui va organiser cette compétition-là. Parce que ce pays le mérite. Je ne le dis pas parce que tout simplement il y a des relations tricentenaires entre le Sénégal et le Maroc. Je le dis parce que je suis un journaliste, je suis venu, j'ai vu, j'ai constaté les capacités du royaume chérifien d'organiser une compétition aussi importante que la Coupe du Monde et pourquoi pas même les Jeux Olympiques. Oui, exactement. Alors justement, quel pourrait être l'apport de la jeunesse africaine par rapport à ces grands événements qui pointent donc très bientôt, comme je le disais, 2025 et 2030? Ça, c'est une excellente question parce que tout le monde dit que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Nous sommes un continent jeune par rapport d'abord à notre souveraineté internationale parce que nous n'avons acquis nos indépendances que dans les années 60. L'Europe est le vieux continent. L'Amérique n'en parle même pas. Donc, si vous regardez d'abord par rapport à notre souveraineté internationale, nous sommes un continent jeune. Deuxièmement, nous avons aussi une très belle jeunesse. Elle doit être mise en avant. Elle doit être valorisée. Elle doit être encadrée. Elle doit être aidée pour qu'on mette un terme à cette vague d'immigration irrégulière qui envahit l'Europe et qui ne nous rend pas
fiers. Je crois qu'on peut passer effectivement par le sport pour montrer les valeurs que regorge ce continent-là, afin qu'on puisse montrer à la face du monde que nous sommes capables, en se basant sur notre jeunesse, d'organiser ce que les Américains sont en train de faire mieux que les Européens, de faire mieux aussi que les Asiatiques. Très bien. Alors, puisque nous parlons bien sûr de grands événements, tu parlais tout à l'heure de la dernière Coupe du Monde. Là aussi, la question qui se pose, et on a vu des scènes de liesse partout dans le monde. Lorsque le Maroc, justement, parvenait à gravir les échelons pour arriver à la demi-finale, là aussi, comment les Sénégalais en général, parce que toi tu étais à Doha, mais comment les Sénégalais en général ont vécu ce moment? Vous savez, entre le Sénégal et le Maroc, quand on parle, souvent on peut nous accuser de ne pas être objectif, parce que tout le monde connaît les relations entre le Maroc et le Sénégal. Je disais tout à l'heure qu'il y avait 4 vols par jour entre Casablanca et Dakar. Et ça n'existe dans aucun pays, entre le Sénégal, même la France qui nous a colonisés, il n'y a que 2 vols. Il n'y a qu'Air France qui y va et Air Sénégal. Alors qu'entre le Maroc et le Sénégal, vous voyez 4 vols par jour quand même. Ça signifie tout simplement les relations qu'il y a entre ces 2 pays-là. Au-delà de tout ça, c'est des relations qui dépassent avant même la Tidjania, tout le monde sait, à Fès. Aujourd'hui, quand vous allez là-bas, vous constatez l'importance de ça. Quand vous volez aussi au Sénégal, en termes d'infrastructures, en termes de banques, en termes de services, vous voyez partout, il n'y a que le Maroc qui dispose presque de toute une rue qui est appelée rue Mohamed V, où il n'y a que les Marocains qui se sont installés là-bas pour vendre. Quand vous allez au marché de la Médina à Casablanca, vous allez constater aussi la présence de beaucoup de Sénégalais. Donc c'est tout à fait normal que quand le Maroc gagne, que les Sénégalais explosent de joie. Surtout que c'est la première fois dans l'histoire footballistique africaine qu'un pays africain rentre dans le top 4. Ouais. C'était important. Vous étiez journaliste, on était là. Tous les journalistes sénégalais, après l'élimination du Sénégal, ils sont restés jusqu'en demi-finale, finalement jusqu'en finale, pour pouvoir accompagner le Maroc. Donc c'était tout un plaisir que nous avons partagé avec ce peuple frère. Les relations aussi qui dépassent tout simplement le football, ce sont des relations diplomatiques. Moi, quand je viens ici, je n'ai pas besoin de visa. Quand vous venez chez nous, vous n'avez pas besoin de visa. Les étudiants marocains, quand ils viennent au Sénégal, ils ne payent pas le même tarif qu'un étudiant français, qu'un étudiant américain et autres. Ils payent le même tarif qu'un étudiant sénégalais. Exactement. Idem. Donc, je crois que c'était extrêmement important que les Sénégalais le ressentent. Et je suis sûr aussi, quand le Sénégal, à l'épopée de 2002, quand le Sénégal avait réussi à battre la France, à atteindre les quarts de finale, les Marocains aussi l'ont accompagné, l'ont soutenu. Et c'est tout à fait normal. Est-ce qu'on peut dire justement que le Maroc a ouvert la voie et a décomplexé un peu ce football africain sur l'échelle mondiale? Absolument, absolument. Je crois qu'aujourd'hui, c'est extrêmement important qu'on reste dans cette dynamique. Et on a attendu très longtemps, parce que moi, j'ai toujours dit qu'il y avait quand même une injustice qu'il fallait rétablir. On nous a attendu, on a dit qu'il fallait donner des résultats. Aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs africains qui n'ont plus rien à envier au niveau international. On peut parler de Hakimi, on peut parler de Osimhen, on peut parler de Sadio Mané, on peut parler de Mo Salah, on peut parler de Riyad Mahrez. Donc ce sont des très grands joueurs. On est aujourd'hui rentré dans le carré d'as d'une Coupe du Monde. La future Coupe du Monde, il y aura 8 équipes africaines qui vont se qualifier. Donc ce sera une première pour le continent. Mais encore une fois, on ne le dira jamais assez, le Cameroun a été la première équipe africaine à atteindre les quarts de finale, mais on n'oubliera jamais la joie que le Maroc nous a procurée en rentrant dans ce carré d'as-là. Très bien. Alors, si tu permets, Abdoulaye, on va faire une petite halte, une petite pause avec Driss Amour dans sa rubrique Break Time. يوم السبت الماضي شهد تنظيم فعاليات المنتدى الوطني الأول للإعلام الرياضي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، وبشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمجلس الوطني للصحافة والجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين. حدث هام كهدف لخلق قنوات تواصل بين الصحفيين الرياضيين والأجهزة الوصية على الرياضة الوطنية. Bon, écoutez, c'est une très grande fierté pour moi. هذا المنتدى كيشكل فرصة جيدة لاستكشاف عديد التطورات والتحديات اللي كيعرفها القطاع، أبرزها الذكاء الاصطناعي، وهي فرصة كذلك لإبراز دور الصحفي الرياضي في أفق تنظيم المغرب لكأس العالم سنة 2030. Aussi bien sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain.
منتدى الإعلام الرياضي عرف حضور عديد الأسماء الإعلامية والأكاديمية والباحثين البارزين، كما كان فرصة لتبادل أفكار النهوض بالقطاع في أفق تنظيم المملكة لإعادة التظاهرات الرياضية أبرزها كأس العالم لسنة 2030. المنتدى الوطني للإعلام الرياضي في نسخته الأولى كان فرصة كذلك لتكريم عديد الصحفيين الرياضيين المشتغلين داخل المملكة. وفي موضوع آخر، الجولة 11 من البطولة الوطنية تجرات وأبرز النتائج عرفت فوز الجيش الملكي على المغرب الفاسي بثلاثية الواحد، فوز الرجاء على نهضة بركان ب2-1، وفوز أولمبيك آسفي على يوسفية برشيد بثلاثية ل1 كذلك. وبخصوص المسابقات الأفريقية، نادي الوداد الرياضي يحيى آمال العبور لدور الربع من دوري الأبطال بعد فوزه بصعوبة على سيمبا سبور بهدف زكريا الدراوي في آخر الدقائق، فيما اقترب نادي نهضة بركان من التأهل للدور الثاني من كأس الكونفدرالية بعد فوزه على فريق دياب النواغ الكونغولي بهدفين نظيفين. شكرا دريس، وغادي نكملوا هذا البرنامج ديالنا دونك سبورت تايم 49 اللي تنستقبلوا فيه عبد الله تيام، صحفي من السنغال، هو رئيس الجمعيه السنغاليه ديال الصحفيين الرياضيين، وكذلك رئيس ديال الجمعيه الدوليه الصحفيين الرياضيين في la section africaine. Abdullah, bon, tu as compris là, tu sais de qui je parle, hein, oui, quand bien je sûr. parle, voilà. Je me disais, alors tout à l'heure, on parlait bien sûr des exploits de l'équipe du Maroc et les répercussions un peu sur le football africain. Ce soir, c'est donc au moment où cette émission sera diffusée, nous allons connaître, nous allons savoir qui seront les lauréats des CAF Awards. Tu as été aussi parmi ceux et celles qui ont voté. Alors, comment se passe le process et surtout la question que se pose les Marocains, comment se fait-il qu'un joueur comme Bono ne soit pas parmi les trois, c'est-à-dire prétendants au Ballon d'Or africain, sachant que Bono quand même a effectué une belle saison cette année? Oui, moi je fais partie de ceux-là qui pensent qu'effectivement qu'il a effectué une très belle saison. Je fais partie aussi de ceux-là qui disent qu'il pouvait même être un prétendant au Ballon d'Or parce qu'aujourd'hui le Maroc est la plus grande équipe en Afrique. En tout cas, si on regarde le ranking de la FIFA, c'est la première équipe africaine devant le Sénégal. Deuxièmement, je crois que les performances du Maroc, on peut parler de beaucoup de joueurs, mais on n'occultera jamais Bono, ce qu'il a eu à faire lors de cette dernière Coupe du Monde. Mais peut-être que la CAF va l'expliquer. Le fait, peut-être, ils ont voulu le récompenser en sortant le joueur, le gardien, à l'intérieur, donc au milieu des joueurs de champ, et de mettre aussi un autre prix pour le meilleur gardien. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il puisse remporter ce trophée-là. Mais c'est ce qui fait aussi le charme de ces distinctions-là. À chaque fois que les gens mettent en place quelque chose, dès qu'on arrive dans le top 3, il y aura toujours des gens qui vont critiquer. Vous allez au Ballon d'Or, c'est la même chose. Vous allez de Best, c'est la même chose. Aujourd'hui, hier, je lisais la presse algérienne qui se demandait pourquoi est-ce que Mahrez n'est pas sur la liste. Donc, au Sénégal, idem. Oui. Tout le monde peut se demander. Donc c'est ça aussi qui fait le charme. Or, qui sélectionne, élimine. Oui. Moi, je fais partie de ce jury. On devait d'abord choisir entre 20 joueurs, après avec 10. C'est à partir de ces 10-là que nous avons soumis à la CAF, et la CAF a choisi maintenant les trois joueurs finalistes. En tout cas, ça a le mérite déjà d'exister et bien sûr de récompenser au gré des années, bien sûr, ceux et celles. C'est dommage pour les gardiens, c'est dommage pour les défenseurs dans une discipline collective. Et souvent, ce sont les attaquants qui sont tout simplement mis en avant. Si vous regardez le Ballon d'Or, un gardien, c'est une seule fois qu'un gardien a gagné, a remporté le trophée. Et donc, tout ce beau monde, on va le retrouver à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour la CAN, donc la CAN 2023, et une CAN qui sera très disputée. On va rappeler juste les groupes. Dans le groupe A, nous allons avoir bien sûr la Côte d'Ivoire, Nigeria, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau. Dans le groupe B, l'Égypte, Ghana, Cap-Vert, Mozambique. Dans le groupe C, Sénégal, Cameroun, Guinée et Gambie. Dans le groupe D, Algérie, Burkina Faso, Mauritanie, Angola. Dans le groupe E, Tunisie, Mali, Afrique du Sud, Namibie. Dans le groupe F, nous aurons le Maroc, RD Congo, la Zambie et la Tanzanie. On va y aller groupe par groupe. Le groupe A, Abdoulaye, avec Côte d'Ivoire, Nigeria, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau. Quelles sont les chances ici des équipes en présence? Bon, de prime abord, on dira que c'est la Côte d'Ivoire et le Nigeria. D'abord parce que ce sont ces deux équipes qui ont eu à remporter le trophée continental. Les autres font figure de petits poussés, mais attention.
la Guinée équatoriale, c'est elle qui a mis en terme à l'invincibilité de l'Algérie. Ouais, exactement. C'est elle qui avait éliminé l'Algérie, qui était venue en tenant titre et rentrée à la maison sans pourtant franchir le premier tour. Donc il faut faire très attention. La Guinée-Bissau aussi se bonifie de plus en plus. Mais la Côte d'Ivoire, en tant que pays hôte qui accueille sa compétition, on peut dire que oui, avec le Nigeria, il pourrait passer. Normalement. Le groupe B, Égypte, Ghana, Cap-Vert, Mozambique, là aussi, on va dire les gros. Mais attention, Cap-Vert, là, je pense que ça va être le trublion de ce... Absolument. Depuis un certain temps, le Cap-Vert n'arrête pas de bousculer la hiérarchie. On se souvient toujours que le Cap-Vert a créé souvent des problèmes au Cameroun. Tout le monde sait que c'est un pays qui essaie de se développer, qui essaie de se bien montrer au niveau du football africain. Mais l'Égypte, c'est l'Égypte, le Ghana aussi, c'est le Ghana, c'est les deux équipes les plus titrées de la compétition. Donc on peut leur donner les bénéfices du doute, sauf qu'à maintenant, surprise que les autres puissent les bousculer. Groupe C, et là, on va parler de toi, Abdoulaye, Sénégal, Cameroun, Guinée et Gambie. Là, le Sénégal, moi je dirais que le Sénégal est favori dans ce groupe quand même. Hein. Là, on n'a pas de... Oui, le terme est approprié, mais favori, ça ne signifie pas que vous allez passer. Parce que là, nous avons 3 derbies. C'est la première fois que je vois l'équipe nationale du Sénégal être confrontée à des situations pareilles, parce que le Sénégal et la Guinée, c'est des pays frontaliers. Exactement. Le Sénégal et la Gambie est à l'intérieur même du Sénégal. Nous avons la même langue, la langue Wolof. C'est la même culture et tout. Le Sénégal et le Cameroun, c'est devenu déjà des derbies au niveau de... C'est devenu maintenant des grandes affiches au niveau continental. Maintenant, sur le papier, on peut présumer que le Sénégal et le Cameroun peuvent passer, mais attention. L'ordre peut toujours être bousculé. La Guinée traverse une mauvaise passe parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore eu de fédération. C'est très compliqué, mais ça peut aussi motiver les joueurs pour qu'ils essaient de se transcender. La Gambie, depuis qu'elle commence à se qualifier, 2 Coupes d'Afrique d'affilée, mais ils sont en train de faire du mal, quoi. Bien sûr. Groupe D, Algérie, Burkina Faso, Mauritanie, Angola. Là aussi, l'Algérie et le Burkina Faso, tout le monde sait ce qui se passe en ces deux pays-là, depuis les éliminatoires de la Coupe du Monde. Décidément, ils ne se lâchent plus. Hein. Ils ne se lâchent plus, c'est devenu très, très compliqué. Et le Burkina Faso ne cesse de progresser. La Mauritanie également ne cesse de progresser. Ça va être certainement un derby aussi entre l'Algérie et la Mauritanie, mais attention, il faut faire très attention à l'Angola. C'est des pays lysophones qu'on ne maîtrise pas très souvent, qui sont très éloignés, très physiques, très athlétiques, qui dans un passé récent ont montré tout leur savoir-faire et tout leur savoir-être. Le groupe E, Tunisie, Mali, Afrique du Sud et Namibie. Ouvert, là, ce groupe Oui, très ouvert, mais les Tunisiens se souviendront toujours que lors de leur Coupe d'Afrique en 1994, c'était le Mali qui les avait éliminés dès le premier tour. Match d'ouverture, ils avaient pris une belle raclée. L'Afrique du Sud, c'est une sélection très instable, mais quand elle marche, elle est très difficile à arrêter. C'est une sélection qui joue très bien au football. La Namibie n'arrête pas de progresser aussi. C'est un pays au niveau de l'Afrique australe, mais on peut penser peut-être que, compte tenu des dernières performances, la Tunisie et le Mali sortent d'îlot. Et pour terminer, le groupe F avec le Maroc, la République démocratique du Congo, la Zambie et la Tanzanie. Donc un groupe là aussi, qu'est-ce qu'on peut dire Je ne vais pas m'avancer. Bon, on ne peut pas tu peux t'avancer parce que là, on est en train de parler des favoris, mais le grand favori de cette compétition, c'est le Maroc. C'est le Maroc quand même qui a atteint le carré d'as d'une Coupe du Monde. C'est le Maroc qui part avec la faveur des pronostics. C'est le Maroc qui risque de placer, effectivement, qui risque de gagner la meilleure équipe africaine, qui risque d'avoir le ballon d'or, le meilleur gardien, et ainsi de suite. Donc le meilleur entraîneur aussi, qui fait un excellent travail. On voit aussi que c'est une fédération très huilée avec un État qui accompagne ce pays-là. Ça se joue en Côte d'Ivoire. Ils sont partis à Abidjan. Ils ont fait un match nul. Ils n'ont pas tremblé devant presque 40 000 spectateurs. Ça a bien marché. Et généralement, le Maroc avait du mal à voyager. Au niveau de l'Afrique au sud du Sahara, mais toutes ces choses-là, on commence à changer. Et je pense bien qu'il faut surveiller le Maroc, c'est toute cette nouvelle dynamique dans laquelle le Maroc s'est engouffré depuis un certain temps. Est-ce qu'obligatoirement, plutôt automatiquement, un demi-finaliste de Coupe du Monde
est assuré à l'avance, c'est-à-dire de partir très loin dans une compétition comme la CAN? Non, ça reste toujours la compétition de la CAN est, je pense, beaucoup plus compliquée qu'une phase finale de Coupe du Monde. Ça, tout le monde le sait. En Afrique, c'est très dur. C'est très dur de gagner une compétition. J'ai donné l'exemple de l'Algérie qui était partie. Qui a l'épouvantail de l'Afrique, arrive au Cameroun et passe pensant que je vais gagner. Il venait de gagner aussi la Coupe du Monde arabe qui était organisée au Qatar. Au premier tour, tu rentres à la maison avec tous tes stades. Donc il faut faire très attention, il faut rester humble. Et quoi qu'on puisse dire quand même, sur le plan intrinsèque, les valeurs intrinsèques, le Maroc survole cette poule-là. Maintenant, il y a la RD Congo, qui est une équipe très instable, mais quand elle marche, elle peut faire très mal. La Zambie aussi, qui dans un passé plus ou moins récent était une excellente sélection, qui a remporté même le trophée en 2012 au Gabon, qui essaie de sortir la tête de l'eau. Mais aussi la Tanzanie, qui n'arrête pas de progresser. Ce sont des pays aussi très difficiles à jouer, donc les Marocains sont avertis. Ils partent avec la faveur des pronostics, mais il faut faire très attention. On va faire une autre petite halte, et cette fois-ci dans la rubrique Extra Time avec Hana Haji. اهلا وسهلا سي مراد، وبدوري كنرحب بضيفنا لهذه الحلقه. قبل ما نبداو اجيو نشوفوا الخبيرات اللي غنتكلموا عليهم اليوم بعجاله. غنبداو بمقطع فيديو للدولي المغربي حكيم زياش اثناء التدريب، من بعد غنشاهدوا ردة فعل دون كريستيانو رونالدو على هتاف جماهير الهلال باسم ميسي. غنشوفوا كذلك نوع من الاحماء البدني لبعض لاعبي فريق ليفربول، وفي الختام غنشاهدوا فيديو لطيف لواحد المشجعه صغيره للاعب الكوري سونغ هيونغ مين. يلا نبداو. في أحد المقاطع اللي انتشرت بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي للمغربي حكيم زياش أثناء مزاولته للتدريب الفردي مع فريقه غلاطة سراي، الفيديو نال إعجاب كبير من قبل محبي اللاعب والمغاربة بشكل خاص، اللي تبارك الله عليه كله طاقة وحيوية وتركيز. انتقلوا لفيديو آخر كيبين ردة فعل كريستيانو رونالدو على هتاف جماهير الهلال باسم ميسي. رونالدو رد عليهم بابتسامة عريضة ودم بارد. وهذا نوع من الإحماء البدني اللي ما غتملوش من المشاهدة ديالو بين بعض لاعبي فريق ليفربول. الفيديو اللي بدور نال إعجاب وتفاعل واسع بين مشجعي الفريق الإنجليزي. ختامه مسك، وهذه المرة مع الطفلة البريئة وهي كتنادي باسم لاعبها المفضل سون هيون مين. قد تصنع سعادة الطفل الصغير فقط بابتسامة أو تلويح باليد. إلى هنا كنكون وصلنا نهاية فقرة اليوم، نشوفكم في الفقرة الجاية. سلامة. Shukran Hana. Voilà, comme je te le disais tout à l'heure, Abdoulaye, c'est une émission qui va très vite. Donc 26 minutes, c'est déjà terminé. On va te laisser le dernier mot, c'est le mot de l'invité. Bon, écoutez, c'est toujours un plaisir pour moi. Je vois aussi, en dehors de l'équipe nationale du Maroc, qui nous procure beaucoup de joie, beaucoup de fierté en tant qu'Africains, le développement aussi des médias du continent. Et je lance plutôt, on appelle aussi aux autorités, aux instances, parce que le Maroc organise la Coupe du Monde de football. Il faut anticiper sur beaucoup de choses. Travailler avec l'association de la presse sportive marocaine pour sensibiliser davantage, essayer de travailler aussi avec le reste de l'Afrique pour qu'on puisse faire de cette Coupe du Monde-là l'une des plus belles jamais organisées sur le continent africain. Merci Abdoulaye. Le plaisir est pour moi. Et bien évidemment, tu es le bienvenu à chaque fois chez toi, comme tu l'as si bien dit en introduction. شكرا merci. Merci. شكرا كذلك للطاقم اللي تيسهر على هذا البرنامج. نتلاقاو الاثنين الجاي ان شاء الله.
ونعاودوا ونكملوا ونوصلوا. MDGS قدمت لكم هذا البرنامج الرياضي.